Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la concurrence russo-américaine et plus précisément des différents déploiements militaires dans l'Arctique. On avait déjà évoqué en vidéo la stratégie russe dans l'Arctique, c'était d'ailleurs la toute première vidéo de la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à consulter nos anciennes vidéos, vous y trouverez souvent des sujets déjà traités. L'Arctique est une région qui va jouer un rôle important dans quelques décennies, les pays qui pourront contrôler et mener la politique arctique auront énormément à gagner, que ce soit dans le commerce international qui pourra emprunter cette route, mais aussi l'extraction de ressources fossiles ou encore de ressources halieutiques. Nous allons parler aujourd'hui de l'Arctique et des rivalités militaires dans la région entre les États-Unis et la Russie, mais il faut savoir qu'en réalité, l'Arctique est une zone relativement calme, dans le sens où celle-ci est cadrée par un droit international et un conseil de l'Arctique qui fonctionne plutôt bien entre puissances nordiques. Les principales batailles sont donc juridiques et consistent à délimiter le partage des frontières. À la base même, les États-Unis étaient en retrait des discussions sur l'Arctique, comme ils sont en retrait au niveau du droit de la mer puisqu'ils ne sont pas signataires de la convention de Montego Bay de 1982. Ce n'est qu'en 2019 que les États-Unis adoptent une politique plus interventionniste dans la zone. On se souvient tous de la proposition de Trump d'acheter le Groenland, les exercices de l'OTAN Trident Juncture qui ont rassemblé en Norvège 50 000 soldats, et plusieurs événements qui s'enchevêtrent depuis. Alors en dehors des puissances arctiques comme la Russie, le Canada, l'Islande ou encore le Danemark et les pays scandinaves, ce qui attire l'oncle Sam dans la région, ce n'est pas tant la Russie mais aussi la Chine qui aurait déjà investi plus de 90 milliards d'euros dans la région depuis 2012 dans le cadre de sa route de la soie polaire. Parlons donc de l'implication croissante des États-Unis dans la région et notamment une implication militaire. L'armée américaine renforce sa collaboration avec les États nordiques en réponse à l'expansion des activités militaires et économiques de la Russie dans l'Arctique, ce qui laisse présager un avenir de concurrence accrue, l'exportation de certaines tensions dans l'Arctique, avec un potentiel de mauvaise communication ou de mauvais calculs très important à la fois stratégique et tactique qui pourrait mener à des incidents. Le 22 février 2021, 4 bombardiers américains B-1 sont arrivés pour leur tout premier déploiement en Norvège, un geste largement considéré comme un signal fort pour la Russie. Les ports maritimes russes de l'Arctique sont en effet très proches des frontières nord de la Norvège, mais c'est aussi dans ces eaux que se situe le dispositif de dissuasion nucléaire de la Russie. 5 jours plus tôt, les États-Unis ont convenu avec le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède de poursuivre leur participation à l'exercice biennal Arctic Challenge, qui est l'un des plus grands exercices aériens tactiques d'Europe et est largement considéré comme une pratique pour contrer les opérations de la Russie. Le prochain étant d'ailleurs justement prévu en juin 2021. L'armée américaine a également dévoilé sa stratégie pour l'Arctique alors que le changement climatique transforme la région auparavant inaccessible en une zone d'activité militaire mais aussi économique de plus en plus occupée, en particulier le long de la frontière russe qui accueille la route maritime du Nord-Est. Russie qui investit et protège naturellement son territoire, on en a déjà parlé dans nos anciennes vidéos sur le sujet. Au cours des 2 dernières années, l'US Navy, le Marine Corps, l'Air Force ou encore la garde côtière ont publié des documents décrivant leur stratégie pour l'Arctique, qui soulignent d'ailleurs toute l'importance de travailler avec des partenaires régionaux, de préférence des membres de l'OTAN comme le Canada, l'Islande, le Danemark ou encore la Norvège. Et en parlant de Norvège, c'est vraiment là la base dédiée pour l'Alliance Atlantique et les intérêts américains dans la zone. On a notamment dans le nord la ville de Tromsø, où la Norvège a modernisé des installations portuaires existantes pour accueillir plus de visites de sous-marins des États-Unis mais aussi d'autres membres de l'OTAN. Les États-Unis ont également intensifié leur coopération militaire avec les États non membres de l'OTAN et bien sûr j'entends par là la Finlande et la Suède, qui ont tous les deux abandonné, il semblerait, des décennies d'équilibre entre l'OTAN et la Russie. Début février, les forces aériennes américaines et finlandaises se sont entraînées ensemble au ravitaillement au vol dans l'Arctique en s'appuyant sur des accords de défense précédents pour renforcer cette collaboration. Et en novembre 2020, on avait les forces américaines et suédoises qui ont également mené de grands exercices en Suède destinés à se préparer à une hypothétique attaque russe. Nous l'avons donc vu, il y a donc une croissance des interventions militaires dans la zone et même un changement de bascule vis-à-vis de certains pays normalement plus neutres, notamment la Finlande et la Suède. On va voir un petit peu le cas de la Russie maintenant. Les opérations américaines croissantes surviennent alors que la Russie donne la priorité à l'Arctique pour le développement économique et la défense stratégique que Moscou considère comme essentielle à son avenir. N'oubliez pas que c'est dans ces eaux arctiques que se trouve la dissuasion nucléaire russe et que c'est aussi sa seule frontière ouverte. L'Europe lui est interdite depuis 2014.
le sud est tourné et bloqué vers l'Asie et les rivaux turcs et chinois, le Pacifique ne présente qu'un intérêt minime et est trop éloigné. En bref, l'Arctique est la seule voie de développement pensée pour la Russie. En tant que pays possédant le plus grand littoral arctique et un territoire revendiqué, la Russie est naturellement intéressée à exploiter les opportunités économiques et des ressources de plus en plus extractibles de la région, ainsi que des voies maritimes utilisables, tout en renforçant simultanément ses capacités de défense et sa projection de puissance. En mars 2020, la Russie a approuvé une nouvelle stratégie pour l'Arctique sur 15 ans qui confirme son évaluation précédente. La région sera sa principale base de ressources pour la croissance économique future et décrit plus explicitement ses implications de sécurité perçues d'un réchauffement climatique ou militaire de l'Arctique. Entre 2021 et 2023, la Russie préside également le Conseil de l'Arctique, le principal forum intergouvernemental de la région qui lui permet de contribuer à façonner l'agenda dans la zone. La Russie donne la priorité aux investissements dans l'Arctique pour extraire des ressources précieuses et construire des infrastructures de soutien, principalement dans le domaine des télécommunications, mais aussi des infrastructures portuaires. C'est là des opportunités de développement et d'investissement dans lesquelles auraient dû s'engouffrer normalement les Européens, qui ont été bloqués par les sanctions américaines et européennes, laissant le champ libre aux investissements asiatiques et majoritairement chinois, mais aussi par exemple indiens ou japonais, tandis que la Russie cherche évidemment à diversifier ses investisseurs. Et bien sûr, l'État russe investit aussi énormément dans l'Arctique. Le 1er février, il a d'ailleurs approuvé 6 nouveaux grands projets en acceptant d'aider à couvrir les coûts de construction pour aider à stimuler davantage les investissements privés par la suite. On peut aussi parler des ressources. En février, le chef de la société énergétique publique russe de Rosneft a annoncé que la priorité absolue de l'entreprise était d'exploiter les récentes grandes découvertes de pétrole et de gaz dans l'Arctique. La Russie fait aussi la promotion de la route maritime du Nord à travers l'Arctique comme moyen beaucoup plus rapide de relier les océans Atlantique et Pacifique au lieu de faire la transition par le canal de Suez qui s'est d'ailleurs retrouvé bouché cette année, ce qui donnerait un avantage aux expéditeurs russes et rapporterait au pays des frais de transit lucratifs pour les navires étrangers. À savoir que la route du Nord-Est était généralement navigable 6 mois dans l'année et cette année, pour la première fois, 3 pétroliers russes de gaz naturel liquéfié ont achevé leur transit en plein hiver, démontrant ainsi la faisabilité potentielle de transit toute l'année. Vous l'avez donc compris, de manière générale, la Russie cherche à sécuriser et investir sa zone. La Russie prend donc de nombreuses mesures. Elle va par exemple moderniser ses bases militaires, déployer et tester du nouveau matériel, envoyer des navires et des avions en reconnaissance ou en mission pour sonder les défenses des pays adjacents, mais aussi pour renforcer sa propre sécurité dans l'Arctique et contrôler sa zone. La Russie a aussi officiellement amélioré le statut de sa flotte du Nord pour lui donner le même statut que les 4 districts militaires géographiques du pays, et c'est la première fois qu'une flotte est à égalité de commandement avec les districts militaires russes, ce qui souligne encore l'importance de l'Arctique pour les dirigeants russes. Et c'est aussi un sujet assez intéressant pour les passionnés de marine, c'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire il y a de ça plusieurs années. Alors on a pu voir l'intervention et l'investissement militaire américain dans la zone. On a pu voir les intérêts russes dans la zone, voyons voir maintenant les tensions. L'intensification de l'activité américaine et russe dans l'Arctique augmentera bien évidemment le risque de confrontation. Alors je le rappelle, l'Arctique est une zone de coopération entre pays civilisés, les deux parties maintiennent normalement des protocoles diplomatiques suffisants, mais le nombre rapidement croissant d'acteurs militaires et privés dans cet environnement sensible peut aussi mener à une escalade très rapide, surtout si des intérêts politiques en dehors de l'Arctique viennent s'y brouiller, comme par exemple la crise en Ukraine ou encore plus récemment la position des pays vis-à-vis de la Biélorussie. L'Arctique a réussi jusqu'ici le pari d'avoir des relations inter-États basées essentiellement sur le droit, qui ont fonctionné jusque-là, mais l'implication active des États-Unis dans le processus pourrait changer la donne. Le Conseil de l'Arctique exclut d'ailleurs explicitement les questions militaires de la discussion. On est donc dans une zone de flou à travers laquelle certains pourraient s'engouffrer. Et au-delà même du cadre militaire, on a aussi une augmentation de l'activité navale privée, c'est-à-dire les compagnies de croisière, les navires de recherche scientifique, les pétroliers, ainsi que la navigation commerciale. Tout cela a créé des voies maritimes plus encombrées dans un environnement opérationnel complexe qu'est l'Arctique pour des commandants ou des capitaines qui ne sont pas habitués à de telles activités. Et d'ailleurs, une des grandes réussites de la coopération dans l'Arctique, c'est l'Arctic Search and Rescue Agreement qui délimite les zones de responsabilité pour venir en aide aux bâtiments en détresse, Search and Rescue qui implique souvent d'ailleurs des moyens entre le secteur civil et militaire. Les conditions sont extrêmes, vous comprenez que ce n'est pas le même niveau que les côtes niçoises par exemple. La communication entre les États est au cœur de la coopération dans l'Arctique, et par exemple en août 2020, les gardes-côtes américains n'avaient par exemple pas informé les pêcheurs américains que la Russie mènerait des exercices militaires dans une partie de leur zone de pêche. Je vous laisse imaginer le scénario quand vous êtes un pêcheur et que vous vous retrouvez au milieu de bâtiments de guerre.
Heureusement pour eux, il ne s'est rien passé de grave. Rappelez-vous, on en avait aussi parlé au début de vidéo par rapport au déploiement des bombardiers B-1 en Norvège. La Russie, en réponse, a par exemple déployé son croiseur lance-missiles et a publié un avis pour des essais de missiles entre le 18 et le 24 février dans les eaux juste au nord de la Norvège pour bloquer temporairement cette zone de pêche qui est aussi sa zone limite défensive historique. À l'avenir, vous le comprenez, une mauvaise compréhension du moment ou de l'emplacement exact de ces exercices pourrait entraîner des accidents. Une mauvaise interprétation de leur objectif, en particulier si elles surviennent pendant une période de tension accrue, comme c'est souvent le cas depuis 2014, pourrait également conduire à une escalade militaire. Aussi, les interceptions aériennes dans l'Arctique entre les avions américains et russes augmentent, ce qui augmente le risque de mauvaise communication ou d'erreur de calcul dans des conditions d'exploitation arctiques qui sont particulièrement difficiles, je tiens à le rappeler. Les pilotes doivent parcourir de grandes distances au-dessus de l'eau, faire face à des conditions météorologiques et à des températures extrêmes, gérer des problèmes de courbure de la Terre et faire face à une perte de couverture radio par moment, ce qui peut rendre dangereuses les rencontres professionnelles entre militaires. En conclusion, l'Arctique demeure une zone de coopération où les puissances dialoguent entre elles, mais cela pourrait changer à la moindre interprétation d'un accident ou d'une mauvaise communication. La Russie fera tout pour protéger et sauvegarder sa zone arctique, qui est sa seule frontière ouverte, son bassin où reposent ses sous-marins pour sa dissuasion nucléaire. Elle est aussi la gardienne de la route du Nord-Est qui sera navigable à terme le long de ses côtes, et elle se considère de plus en plus menacée par les incursions des États-Unis et de l'OTAN, qui menacent sa seule frontière ouverte et son dernier terrain de coopération avec des pays du Nord. De l'autre côté, les États-Unis s'impliquent aux côtés de leurs alliés, et principalement du Canada qui occupe un territoire immense, mais aussi de la Norvège qui permet d'avoir le nez juste au-dessus des bases maritimes russes et de la route maritime du Nord-Est. Alors bien sûr, on peut y voir une stratégie logique du côté américain dans le fameux contrôle du Rimland de Spikeman ou encore l'encerclement du Earthland de Mike Kander. Je vous laisserai faire le choix en commentaire, n'hésitez pas. Et ces deux éléments qui permettent, vous le savez, de contrôler la géopolitique mondiale. Si vous ne connaissez pas ces principes géopolitiques, je vous invite à jeter un coup d'œil. Tous ces éléments étant bien sûr aussi à placer dans le contexte de rivalité entre la Chine et les États-Unis qui devrait s'exporter jusque dans l'Arctique. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime et à partager tout ça, et on se retrouve la semaine prochaine, samedi comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à tous. Si vous voulez à la fois soutenir TerraBellum et vous munir d'ExpressVPN, qui est, je le rappelle, le meilleur VPN au monde par sa simplicité, sa vitesse et ses serveurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation directement en description de cette vidéo.